Bon, tout le monde va bien? Ouais? Bon, super. Merci d'être là euh, avec nous pour se parler des sujets pour se parler de ce sujet des communautés. On va essayer de sortir du sujet réseaux sociaux et d'essayer de revenir un petit peu aux fondamentaux, à cette notion de communauté qui me tient particulièrement à cœur. Et voilà, je suis content que vous répondiez présent et que vous soyez si nombreux. Allez-y, il y a encore de la place, il y a encore une place devant, un petit peu au milieu. S'il faut, on a même 3 chaises à dispo, on vous les laisse avec grand plaisir. On les déplace, vous n'êtes pas obligé de vous asseoir ici, hein. Allez, on va commencer. Allez-y, installez-vous. Bonjour. Ok, on va commencer déjà peut-être par se présenter. Antoine, je t'en prie, vas-y. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là. Ça met d'autant plus la pression que moi je viens représenter une entité qui n'est pas forcément très représentée sur la journée puisque je suis directeur de l'association Protector Winters France. Ce qui fait que tout ce que je vais vous partager, vous aurez le droit de dire en fait il n'a pas les mêmes réalités que nous, alors ça peut pas marcher, etc. etc. Mais mon défi du coup c'est d'essayer de transposer ces choses-là avec des réalités qui sont les vôtres. Protector Winters, ça sonne très français bien sûr. C'est une association qui est née aux États-Unis à l'initiative d'un snowboarder qui s'appelle Jeremy Jones, qui est maintenant présente dans 16 pays à travers le monde. Donc quand on parle de communauté, moi j'ai des collègues japonais, néo-zélandais, néerlandaises, italiennes, etc. Donc on pourra aborder ces questions-là et comment est-ce qu'on arrive même nous à se coordonner. Avec Geneviève, on parlait hier de mes collègues québécois et québécoises également. Construit autour de l'idée de mobiliser une communauté en particulier, celle des pratiquants et pratiquantes de sport de pleine nature, dans l'objectif d'en faire des, allez, disons-le, militants et militantes, activistes climatiques, au service du vivant, au service de la justice sociale. Et c'est ça que je vais vous présenter après que Sébastien vous ait fait une intro aux petits oignons. J'espère. Donc Sébastien Repetto, moi je suis directeur fondateur de My Destination, qui est une agence de communication spécialisée dans le secteur du tourisme et plutôt sur les réseaux sociaux, communication digitale. Voilà, donc on travaille plus spécifiquement avec ces fameux OGD. Alors Antoine me disait, c'est quoi vous faites les OGD? C'est vrai que c'est un peu ce terme qu'on connaît nous, on va dire, quand on vient aux rencontres du e-tourisme, on sait à peu près de quoi on parle, mais je pense que c'est quand même bien de se le redire. Organisme de gestion des destinations. Bon, globalement, hein, c'est à peu près, j'imagine, le cas d'entre vous qui travaillent effectivement dans un organisme de gestion de destination ici. Si vous pouvez lever la main bien haut, s'il vous plaît. Désolé de ne pas connaître votre acronyme. Ok. L'idée, c'était de... il reste encore... c'est bon, ouais? Bonjour. Bien. Ok, super. L'idée de cet atelier, effectivement, c'était de remettre ce sujet des communautés un peu sur la table. Parce que, et je vais refaire un petit peu le fil de l'histoire, j'ai ce sentiment qu'on a un peu oublié en fait cette notion de communauté, en particulier dans la communication digitale, voilà, qui est le point de départ de la réflexion. Et on n'est pas là pour se flageller, on n'est pas là pour dire zut, on n'a pas le fait, on a mal fait, parce qu'en fait tout ça, ça s'explique. Et on va essayer de redécortiquer ensemble le pourquoi. Effectivement, on en est plutôt arrivé là. Mais l'idée, c'était donc de se reposer à nouveau sur ce terme de communauté. Et on va dire que dans nos 3 notions clés des rencontres du e-tourisme, on est sur cette notion notamment de commun, comme le disait Cédric ce matin. La question, dans le terme effectivement de communauté, il y a ce terme de commun. Et qu'est-ce que finalement on a en commun avec ces communautés qu'on essaye de développer, qu'on anime, et pour lesquelles on produit aussi beaucoup de contenu. Alors, qui parmi vous anime des communautés? Il y a pas mal de monde. Ok. Est-ce que vous avez l'impression, alors je vais poser la question, qui a le sentiment d'avoir délaissé, oublié la notion de communauté? On a une personne, merci d'avoir levé. Alors c'est très bien parce que... non mais... du coup, bonne nouvelle, ça veut dire que pour vous, c'est pas le cas.
la notion de communauté, elle n'a pas été délaissée, elle n'a pas été mise de côté, et on va vraiment garder du temps, en particulier sur plutôt la fin de la séquence de cet atelier, pour pouvoir échanger ensemble, pour que vous puissiez dire, non, nous, notre vision de la communauté, la manière dont on anime les communautés, notre communauté, voilà ce qu'elle représente, voilà comment on l'anime, etc. Donc, très bien si vous avez ce sentiment que vous n'avez pas effectivement délaissé ni abandonné vos communautés. Alors, qu'est-ce qu'on disait des communautés il y a 20 ans? Alors ce matin, il y a eu une référence qui a été faite à The Facebook. C'était effectivement plutôt bien vu, donc le tout début effectivement de Facebook. Mais finalement, il y a 20 ans, au-delà de Facebook qui était encore tout juste naissant, ce qu'on voyait surtout dans notre domaine, dans le secteur du tourisme, c'était ces fameux forums de voyage. Et je me permets un petit partage d'histoire perso. Il y a 20 ans, enfin il y a un peu moins de 20 ans, mais on va dire que c'était il y a 20 ans, j'étais sur mon stage de fin d'études de master au sud de Madagascar, dans un écolodge. Et à la base, mon stage était vraiment plutôt pour comprendre comment fonctionne un écolodge, qu'est-ce que l'écotourisme, le tourisme solidaire, etc. Et sauf qu'en fait, assez rapidement, je me suis retrouvé à gérer, depuis le fin fond de Madagascar, des problématiques de messages qui étaient apportés sur des forums de discussion, des forums de voyage, qui venaient effectivement dire tout un tas de choses sur l'écolodge dans lequel je me trouvais, tout un tas de choses qui étaient plutôt négatives. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert pour ma part mon métier d'aujourd'hui. Je crois que finalement tout est parti de là. C'est-à-dire que j'ai dû comprendre effectivement pourquoi est-ce que ces personnes-là, elles exprimaient ça de façon publique, comment est-ce que moi je pouvais y répondre, comment est-ce que je pouvais m'assurer que ce qui était dit était la vérité. Et donc j'ai finalement commencé un petit peu ce métier comme ça, finalement un peu sur le tard. Et c'était finalement comme ça que ça se passait à ce moment-là. On n'était pas encore à l'époque des réseaux sociaux tels qu'on peut les connaître aujourd'hui. Par contre, effectivement, il y a une vingtaine d'années, je pense qu'on se posait des questions qu'on pourrait presque encore, malheureusement, se poser, ou en tout cas que certains nous posent, et en particulier, je pense que tous ceux qui travaillent aujourd'hui dans le digital et dans le social media en particulier, j'imagine que c'est quelque chose qui peut revenir de façon assez récurrente. À quoi nous servent les réseaux sociaux? Pourquoi finalement on est sur les réseaux sociaux? C'est quoi l'intérêt? Et est-ce qu'on est vraiment sûr qu'ils ont une certaine utilité au territoire? Et en fait, je pense que si on se pose encore ces questions-là, c'est que justement, on n'arrive pas à prendre le sujet par le bon bout, et qu'on en oublie finalement la question de la relation humaine et des échanges, notamment entre les communautés. Alors, je refais un petit peu le fil de l'histoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un peu le début de Facebook. On célébrait effectivement chaque fois qu'on passait un nouveau cap. Vous vous souvenez, on faisait un post. Alors je dis, vous vous souvenez, mais pardon, il y en a qui n'ont pas connu cette époque. Moi, je vous la raconte, je l'ai connue. J'étais le premier à faire les petites créas, à dire ok, génial, on a passé le cap des 10 000 fans, le cap des 5 000 fans, c'est super, on a des nouveaux followers, etc. etc. Donc on célébrait ça, on célébrait cette croissance de communauté, et surtout on l'a célébré à travers le chiffre, c'est-à-dire qu'il fallait avoir de plus en plus de monde qui rejoignent en fait notre page Facebook, puisque c'était un petit peu le sujet. Et voire même, il y avait des classements, des destinations qui avaient le plus de fans, le plus de followers. Et c'était là-dessus qu'on jugeait de la pertinence du travail qui était réalisé. Donc on ne s'intéressait pas tant à la question du fond, mais plutôt à la question des chiffres. Et en fait, ça nous a embarqués dans une sorte de fuite en avant, où on a cherché à faire absolument de la croissance, de chiffres, de fans, de followers. Et ça, au bout d'un moment, il y a un peu de place devant, si vous voulez, il reste quelques places ici. Et ça nous a embarqués dans des... allez-y, installez-vous. Vous avez 2 places ici, il y en a une autre là. Ça nous a embarqués effectivement dans une façon de travailler qui nous a peut-être fait un petit peu oublier le cœur même de la raison pour laquelle on allait sur ces espaces-là. Donc j'aimerais revenir à un basique, ce qui semble être un basique. Une communauté, ce n'est pas la même chose qu'une audience. On ne se parle pas de la même chose, ce n'est pas le même sujet. Une communauté, avant tout, il s'agit d'avoir des échanges de pair à pair.
des interactions qui se font effectivement avant tout entre des individus. Alors ça peut être des interactions qui se font avec des territoires, dans votre cas, mais on n'est pas dans une approche communauté, on n'est pas dans une approche descendante, on est dans une approche qui se veut être horizontale. Or, si on regarde aujourd'hui la manière dont on anime nos réseaux sociaux, on produit des contenus, on les diffuse, et puis dans le meilleur des cas, on peut avoir quelques commentaires. Pardon pour la caricature, je sais que vous faites formidablement bien votre travail et que la modération est au cœur de vos priorités, mais il n'empêche que la question des discussions, des échanges, c'est peut-être moins ce qu'on voit dans vos métiers, dans les métiers d'animation de communauté, de community management. Et c'est en ça, déjà, un premier point qui me fait dire que cette notion de communauté, elle n'est pas si centrale que ça dans la manière dont on gère aujourd'hui en particulier les réseaux sociaux. Une communauté, elle se compose de ceux qu'on peut appeler effectivement les true fans, les vrais fans, on pourrait les nommer aussi, pourquoi pas, les ambassadeurs, ceux qui se sentent véritablement investis par une cause, investis par quelque chose, et qui sont capables eux-mêmes de porter le message. Porter le message, c'est au-delà de faire un simple partage sur une publication. Porter le message, c'est se l'approprier, c'est le rediffuser à leur tour, c'est créer eux-mêmes des messages qui soient en totale cohérence avec les valeurs partagées par cette communauté. C'est aussi une communauté, avant tout, des liens qui sont pérennes, des liens qui s'inscrivent dans le temps. La relation dans le temps avec une communauté, ce n'est pas quelque chose qui est évident. Et de toute manière, et on va le voir après, ça paraît extrêmement compliqué de réussir à intéresser des millions et des millions, ou des milliers et des milliers, déjà commençons par ça, de personnes, tous les jours, sur le même sujet, en leur publiant du contenu en permanence. Donc ce lien pérenne, il est difficile à entretenir, à cultiver, et surtout, il est difficilement adaptable à des questions de volume et de chiffres. Or, quand on juge, en règle générale, le travail qu'on peut faire sur les communautés, on se parle beaucoup de questions de chiffres, de gros chiffres et de volume. Et enfin, d'un point de vue objectif marketing, une communauté, elle répondra probablement plus à un objectif de fidélisation et non pas à un objectif plutôt de conquête qu'on va venir retrouver au niveau des audiences. Les audiences, aller chercher des audiences, c'est dans une approche plutôt de push. Il y a un moment, j'ai besoin d'aller chercher certaines personnes sur un sujet précis, à un moment précis, et je vais venir effectivement leur pousser ce message-là. Et ce n'est pas du tout la même démarche. On n'est pas dans une démarche effectivement de relations pérennes, d'entretien d'un quotidien de contenu, d'animation, de discussion. C'est on vient leur pousser, on vient leur diffuser un message. On est donc sur un intérêt qui se fait à un instant T. Les audiences, c'est moins de la recherche de ce qu'on pourrait appeler des interactions significatives. Ces interactions significatives, c'est ces fameux échanges, ces fameuses discussions qu'on va effectivement moins retrouver quand on va venir chercher des audiences, quand on va venir se mettre dans un objectif plutôt marketing de conquête, où là on va venir effectivement chercher à toucher le plus grand nombre de personnes possible grâce effectivement, pourquoi pas, à ces outils, à ces fameux outils des réseaux sociaux. Donc vous voyez, on a deux approches très différentes l'une de l'autre, une vision communautaire, une vision de recherche d'audience, sauf que tout ça on le fait dans un même espace qui sont ces fameux réseaux sociaux. Et c'est en ça que je pense que par moment, on mélange les choses, on mélange les objectifs et on oublie de différencier qu'il s'agit d'avoir des approches différentes, complémentaires. Je ne suis pas en train de dire la recherche d'audience c'est une connerie, faisons que de l'animation de communauté ou du développement de communauté. Mais on ne répond pas aux mêmes objectifs quand on est dans une approche communautaire que quand on est dans une vision de recherche d'audience. Donc c'est vraiment de la complémentarité. Alors, on a effectivement développé des communautés, et pour développer ces communautés, on s'est beaucoup appuyé sur les grands classiques du territoire, les sites phares, ce qui fait effectivement beaucoup de likes, beaucoup d'engagement. Donc on a d'abord énormément valorisé ces sites les plus connus de nos territoires, parce qu'on sait que pour peu qu'il y ait un petit cocher de soleil, un arc-en-ciel ou je ne sais quoi, sur le visuel, ça va cartonner en matière d'interaction. Le problème, c'est qu'ensuite, on est venu nous dire, attendez, les réseaux sociaux, ça crée le surtourisme.
Bon, le parallèle est un peu rapide. Donc du coup, on s'est dit, ok, donc plus de sites phares, on arrête, tant pis. Sur nos réseaux sociaux, maintenant, on va venir parler de nos pépites, plus spécifiquement de nos pépites. Le truc, c'est que quand on parle plus spécifiquement de nos pépites, eh bien, on suscite probablement moins d'engagement. En tout cas, moins de likes, moins de volume. On va moins retrouver ces interactions-là. Donc ça veut dire que qu'est-ce qui se passe? On a plutôt une audience qui va avoir tendance à chuter. Donc on regarde les chiffres, on dit ok, donc là, les réseaux sociaux, ça crée du surtourisme, donc on ne parle plus de nos principaux sites, on parle de nos pépites, mais la conséquence, c'est que du coup, on a moins d'efficacité sur nos réseaux sociaux. Et donc, on tourne en rond. Et qu'est-ce qu'on fait pour répondre à ça? Pardon, c'était celui d'après. J'ai loupé mon effet. Mais à la limite, dans la continuité de ça, c'est qu'on est aussi très dépendant des algorithmes des réseaux sociaux. Quand on s'enferme effectivement dans ces plateformes pour y développer des communautés, c'est pas nous qui choisissons la manière dont ça fonctionne. Donc ça veut dire qu'il faut être en veille en permanence sur ces algos. Il y a des moments c'est tel type de contenu, il y a des moments c'est tel type d'approche. Et donc quand on est bien avec l'algo, et en particulier au début, c'était vraiment c'est le modèle de toute manière de ces plateformes, c'est que au début ça monte en flèche, et puis après du jour au lendemain l'algorithme il bouge complètement. Et avant, à poste égal, je touchais 1 million de personnes, et là j'en touche même pas 10 000. Même poste, avec quelques années de différence, et avec un algorithme qui a complètement changé. Quelle réaction à ça? On pourrait se dire, bon ok, peut-être on peut se reconcentrer sur nos communautés, sur nos interactions significatives, parce que ça c'est ce qui va nous permettre aussi de gagner de la visibilité, parce qu'aujourd'hui les algorithmes, ce qu'ils apprécient particulièrement, c'est ces interactions significatives, c'est ces commentaires, c'est ces discussions, ça va venir donner de la visibilité aux publications. Mais finalement, au lieu de se concentrer sur ça, qu'est-ce qu'on fait? On commence à mettre un peu d'euros, on met quelques sous au pot, et puis en fait on se retrouve enfermé dans une situation où on est complètement dépendant d'une régie pub, des modèles économiques de ces réseaux sociaux. Je ne suis pas en train de dire que c'est notre faute, je fais le constat, en même temps que vous, que finalement, si on délaisse ces interactions, si on délaisse ces échanges, si on délaisse même ce qui est au cœur, ce qui doit être au cœur de cette question des communautés, on se retrouve encore plus enfermé dans ce modèle-là, dans ce modèle où on doit investir effectivement dans de la pub et dans des achats médias. Alors vous allez me dire, ok, mais animer des réseaux sociaux, animer des communautés, suivre des échanges et modérer des échanges avec les gens, il faut avoir du temps pour ça. Il faut avoir du temps humain dédié à ça. Et or, ce temps-là, effectivement, on ne l'a pas. Et finalement, au lieu d'investir dans du temps humain, assez naturellement, on préfère investir et donner de l'argent à Meta. C'est peut-être un peu dommage. Alors, c'est peut-être caricatural aussi comme approche, ou un peu trop simpliste. Mais en tout cas, je trouve que ce ressort-là, hyper simple de dire, ok, là, on a l'audience qui chute, donc il faut qu'on mette des budgets en ads, et de ne pas se re-questionner sur la manière, sur le lien qu'on entretient, et la pérennité des liens qu'on entretient avec nos communautés, à mon avis, c'est faire fausse route. Et encore une fois, mon propos, c'est pas de dire, pas de social ads, c'est pas du tout ce que je dis. On pilote énormément de campagnes de social ads et ces social ads sont très utiles dans certains cas, mais en particulier dans des cas de recherche d'audience et pas tant dans des questions de développement de communauté. Alors, autre approche, aujourd'hui on a donc des médias sociaux qui ont des algos qui ont énormément changé, et avant il fallait avoir le plus possible une base fan la plus large possible pour toucher le plus de monde possible. C'était plutôt mécanique. Si j'avais 10 000 personnes dans ma communauté, j'arrivais avec ma publication à toucher 10 000 personnes. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. C'est pas parce qu'une personne me suit sur ma page Facebook ou sur mon compte Insta ou encore moins sur TikTok qu'elle va voir mon contenu derrière. C'est-à-dire qu'en fait, on a des algos qui vont venir pousser les contenus. Donc, ces petits carrés blancs-là, c'est vos publications, c'est vos contenus. Ils vont venir cibler effectivement les contenus auprès des bonnes personnes, selon effectivement leur manière de consommer du contenu, leurs affinités, leurs centres d'intérêt, etc., etc. Donc l'algo, en organique, je ne vous parle pas de campagne ici, fait ce job-là. Donc en fait, on se concentre plus sur comment est-ce que je crée un contenu qui va avoir de la performance auprès de l'algo pour venir effectivement toucher ces personnes-là,
Et donc, on réfléchit ces contenus plutôt de cette façon-là, et peut-être moins dans une approche de communauté, d'approche communautaire. Et ça, on est obligé de passer par là parce que les algorithmes nous l'imposent. Donc ça, c'est l'approche, effectivement, aujourd'hui, médias sociaux. Une communauté, en ligne ou pas, mais pour mettre en élément de comparaison, c'est complètement différent. C'est une communauté qui va venir regrouper un certain nombre d'individus qui vont avoir des interactions entre eux, et à un certain moment, les communautés elles peuvent avoir des intérêts partagés avec d'autres. Et aujourd'hui, ce modèle-là, on a de plus en plus de mal à le faire exister au sein même des plateformes existantes, de par cette problématique des algorithmes. Donc, finalement, est-ce qu'il ne faut pas dépasser le sujet des réseaux sociaux si on veut véritablement s'intégrer dans une dynamique communautaire? Ça paraît assez indispensable. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut plus avoir d'approche communautaire sur les réseaux sociaux, mais ce qui veut dire qu'il faut probablement sortir aussi de ce cadre-là. On est passé en particulier sur les réseaux sociaux d'une approche one-to-many. On a une prise de parole qui va toucher énormément de personnes, à one-to-few, où finalement on rentre dans des réseaux sociaux, des espaces dans les réseaux sociaux plus concentrés. Exemple très concret, les canaux sur Instagram. Les canaux sur Instagram, j'ai beaucoup moins de personnes. Par contre, effectivement, j'ai des personnes qui vont se sentir beaucoup plus concernées, beaucoup plus en proximité avec les messages que je vais pouvoir lui faire passer. Et finalement, l'approche communautaire, elle est probablement là de se dire, on essaye de se reconcentrer sur ce few, sur ce cœur de communauté, sur ces true fans, d'entretenir un lien fort avec eux et de passer peut-être ensuite d'un few to few, c'est-à-dire en gros de notre cœur de communauté qui va ensuite être en capacité de effectivement relier ce contenu et de petit à petit réussir à avoir des audiences qui s'élargissent. Mais il faut probablement repasser déjà par là. Alors, comment s'impliquer durablement dans une stratégie communautaire? Déjà, je pense que le point de départ, c'est de se dire qu'est-ce qu'on attend de notre communauté? Qu'est-ce que j'attends de ma communauté? Et il faut être assez clair sur la vision qu'on partage auprès de notre communauté. En fait, c'est quoi notre projet commun? Pourquoi est-ce qu'on se regroupe en communauté? Voilà, c'est quoi la vision partagée? Exemple assez classique, et je pense que c'est ce qu'on essaye tous de faire hein, quand on est impliqué sur le sujet effectivement des territoires, c'est de venir regrouper les habitants d'un jour et de toujours d'un même territoire, de les regrouper dans un même espace. Donc ça peut être effectivement la vision, la promesse. Et pour ça, il faut ensuite définir la mission, les missions, c'est-à-dire la manière dont on va venir contribuer en fait à cette communauté-là. Et là, autre exemple, c'est le partage et les échanges autour d'une culture commune. Voilà. Être au clair sur cette approche-là, sur on a une vision, voilà ce qui nous rassemble et voilà comment on va s'y prendre, c'est extrêmement important. Autre point important, c'est les différents niveaux d'implication. Il ne faut pas croire effectivement qu'on va avoir une communauté très large qui aura la même implication. Exemple ici avec... c'est un post qui a été fait sur les 7 lots. L'idée, c'est d'illustrer la différence entre les liens forts et les liens faibles que vous pouvez entretenir que vous allez entretenir avec votre communauté. Le lien fort, c'est je fais une publication qui parle notamment de ramassage de déchets. Le lien fort avec mon cœur de communauté, c'est le fait de venir participer à ce ramassage de déchets. Mais jamais j'aurai 100% de ma communauté qui va y participer. Et j'ai toute une partie aussi de ma communauté qui va avoir plutôt des liens faibles avec la prise de parole et qui va venir tout simplement liker la publication. C'est-à-dire elle adhère à ce qui est dit, mais elle ne va pas forcément venir sur place. Et ça, c'est le même principe, c'est toujours avoir à l'esprit qu'on ne peut pas attendre exactement le même niveau d'engagement de l'ensemble des membres d'une communauté. Et je pense que, Antoine, tu es bien placé pour en parler. Autre point important, écouter ses membres. Ça paraît assez indispensable. Je vais être rapide là-dessus pour pouvoir vraiment te laisser du temps et nous laisser du temps ensuite pour échanger. Identifier les éléments moteurs de sa communauté, ça je pense que c'est extrêmement important.
Alors, il y a quelques options qui existent, notamment sur les réseaux sociaux, avec ces fameux super fans ou ce genre de choses. Mais parfois, les lister, réussir à tenir à jour une vraie liste de qui sont mes éléments moteurs et entretenir une relation particulière avec eux, c'est assez essentiel. J'ai en tête l'exemple, par exemple, d'Anjou Tourisme, qui réunit tous les ans un collectif de ces super fans, de ceux qui ont le plus d'interactions avec eux sur leurs réseaux sociaux, qui les réunit simplement une fois par an pour cultiver ce lien. Il leur offre effectivement une expérience un peu spécifique. Ils reprennent un petit peu, enfin, ils créent du lien tout simplement physique avec eux. Une approche la plus inclusive possible, être attentif à ne pas tomber non plus dans les stéréotypes dans l'animation de communauté. Je pense qu'Antoine, tu pourras aussi nous en parler. Et bien évidemment, l'idée de venir renforcer ces fameux liens forts, d'essayer de les construire autant que faire se peut. Je serai rapide là-dessus. Alimenter effectivement les communautés avec du contenu à valeur ajoutée qui répond à ma vision. Mon point de départ, c'est ma vision, et quel est effectivement ce contenu à valeur ajoutée que je vais venir diffuser. Donc là, c'est le cas d'une boîte dont j'ai omis le nom, je veux bien que tu me le redises. We Can Go ? We Can Do. Merci Lucie. We Can Do qui propose effectivement diverses expériences et qui va venir effectivement ici apporter un contenu où on ne parle pas tant de l'expérience à vivre, mais finalement de donc l'expérience en soi qui va être proposée, c'est la construction, la fabrication effectivement d'un vitrail avec un artisan. Mais là, on ne va pas venir forcément valoriser le fait qu'il propose cette activité-là, mais plutôt la manière dont c'est fait. Donc c'est du très concret. On va venir nourrir la communauté avec du contenu à valeur ajoutée. Quelques cas pour terminer ce propos. Le cas local extrêmement impressionnant de Terra Ventura en matière de constitution de communautés. Alors, je ne veux pas dire de bêtises sur les chiffres, mais de ce que j'ai pu, parce que je ne me suis pas assez documenté sur les chiffres, donc je vais éviter de dire une bêtise, mais on se parle de plusieurs millions d'utilisateurs sur une année, sur le cas de Terra Ventura, avec une vision partagée qui est effectivement la découverte de la Nouvelle-Aquitaine en s'amusant autour d'un jeu ludique de géocaching qui a été bien réadapté en local, d'un point de vue régional. Effectivement, cette mission partagée, c'est cette chasse au trésor mixant du réel et du virtuel. Autre cas assez représentatif d'un cœur de communauté vraiment animé qui va venir participer carrément à la production des contenus. C'est le cas de GoPro. Alors ça peut paraître assez évident, mais souvent les bonnes idées apparaissent très évidentes. C'est venir regrouper les pratiquants de sport outdoor dans une même communauté. Et la mission, effectivement, c'est de créer des challenges pour venir inciter à partager des contenus, sachant que, donc ça veut dire très concrètement que tout propriétaire de GoPro est invité à venir partager soit sa meilleure ligne de snowboard, soit effectivement un run de vélo, etc. C'est publié sur une plateforme dédiée. Et ensuite, il y a des challenges donc, qui sont créés par rapport à ça. Et le gagnant du challenge est rémunéré pour son contenu. Et ce contenu-là, il est ensuite partagé sur les réseaux sociaux de GoPro. Et on a donc une animation communautaire, on a un cœur de communauté qui est fédéré et de la coproduction de contenu. Autre cas que je trouve assez intéressant, c'est Adidas qui a créé effectivement le collectif, la communauté des Adidas Runners, où là on va venir, la vision c'est on regroupe les pratiquants du running en France. À la base effectivement il y a bien le nom Adidas qui est là, mais on ne vient pas les regrouper pour le produit, on vient plutôt les regrouper pour la pratique. Et on va venir, par le biais de cette mission, se retrouver pour des événements, des entraînements, des tests. Et ça sert effectivement derrière à la marque, mais on est concentré avant tout sur la relation entre les humains. Et un cas éclairant, celui de Protector Winters. Espérons-le. Merci pour ça. Je vais me permettre de te prendre la petite télécommande. Et déjà essayer de me... Voilà. Donc, Protector Winters, c'est facile pour nous de parler de communauté, parce qu'en fait, c'est une communauté qui s'est fédérée. Mais je pense que ça peut faire écho à votre réalité. A priori, c'est pas un ou des acteurs extérieurs qui sont venus vous dire on doit promouvoir votre territoire. C'est plutôt le territoire qui veut se mettre en avant avec ses acteurs et ses actrices. Donc il y a peut-être un parallèle à tirer. Donc comme je vous le disais, en 2007, il y a un snowboarder professionnel qui s'appelle Jeremy Jones qui a en fait
étaient témoins des changements qu'ils voyaient dans la montagne dus aux impacts délétères du réchauffement climatique. Parce que quand on passe beaucoup de temps dans un territoire à travers une pratique sportive notamment, comme les surfeurs par exemple, ben on peut voir les impacts et les processus qui s'y passent. Nos amis les surfeurs et les surfeuses, la pollution plastique, ils connaissent très bien, parce que quand on est dans le bouillon toute la journée et qu'il y a des bouteilles qui passent autour de nous, forcément c'est quelque chose qui nous interpelle. Nous en montagne, ben, le réchauffement climatique, il est accéléré par rapport au reste du territoire. Et ça, c'est vrai dans tout, à l'échelle de toute la planète. Ça veut dire qu'on s'est constitué en fait en tant que communauté qui était témoin de quelque chose qui se passait, avec l'envie d'aller partager ces témoignages avec le reste du monde pour pouvoir alimenter un élan d'engagement, de participation, d'impact contre les impacts délétères du réchauffement climatique. Là, je vous ai partagé quelques photos de à quoi ressemble notre communauté. Un peu sur les montagnes. Désolé, c'était dans les Alpes. Un peu au printemps, un peu en été, des gens qui lèvent la main pour participer, parce que moi, je suis le directeur en fait de l'opérationnel d'une communauté qui veut voir à travers notre association une trousse à outils pour pouvoir vivre son propre engagement. Ça veut dire que la communauté, en fait, elle nous dicte, nous, ce qu'on doit faire. Alors on parle d'association, donc il y a les questions d'adhésion, d'assemblée générale, etc., qui peuvent être un peu similaires à ce que vous connaissez. J'ai moi aussi un conseil d'administration, mais il n'y a pas d'élus municipaux dedans, il n'y a pas ce genre de choses-là, et il n'y a pas à avoir à gérer des fonds publics. Et je vous laisse avoir votre avis sur ces questions-là. Donc, petite précision aussi, Protect Our Winters opère sans aucune finance publique. Ça nous donne une liberté de ton, une liberté d'action qui nous permet de vraiment ressembler à qui on veut. Ça fait que mes journées en tant que directeur pour trouver des finances sont un petit peu plus longues également, mais ça fait un beau challenge. Et mis comme ça, la communauté pourrait avoir l'air très homogène. Et peut-être que d'un œil extérieur, bah vous avez devant vous des snowboarders, snowboardeuses, riders, rideuses, skieurs, skieuses, grimpeurs, grimpeuses, VTTistes, tout ça. Tout ça, c'est dans le même lot de gens qui s'habillent avec des vêtements un peu trop larges, qui rentrent sales le week-end, etc., etc. C'est pas faux. La réalité, c'est que c'est pas vrai. Et c'est une des choses vers lesquelles je peux vous emmener. Sébastien, on a mis la communauté. Mais est-ce que vous savez vraiment c'est quoi votre communauté? Est-ce que c'est vos visiteurs et visiteuses? Est-ce que c'est vos habitants et habitantes? Est-ce que c'est vos professionnels, les acteurs et les actrices? Et est-ce que ça ne peut pas être tout ce monde-là au service d'une même vision, d'une même cause, mais avec des actions, des affinités et une culture spécifique? Comme je vous l'ai dit, nous, on est dans un ancrage dans une contre-culture. Normalement, c'est rock'n'roll, toutes ces choses-là, punk et toutes ces choses. Et on devrait être unifiés. Pour celles et ceux qui connaissent, allez dans un skatepark, allez-y avec une trottinette, et vous verrez comment vous serez reçus par les skateurs. Allez dans une run de snowblade ou ce genre de choses-là en ville, allez-y avec un skate, et vous verrez comment vous serez reçus. Encore une fois, c'est très cliché, ces choses évoluent, mais c'est vrai. On peut avoir la perception d'une communauté vue de l'extérieur. À partir du moment où on va commencer à creuser dedans, on va se rendre compte que les VTTistes, ils ne pensent pas comme la snowboardeuse. Ou ils ne veulent pas penser comme la snowboardeuse, ou ils ne veulent pas s'identifier. Notamment parce que peut-être les VTTistes sont sexy. Non, c'est une autre question. La snowboardeuse et le grimpeur, pareil, c'est pas exactement la même chose. Parce que nous, dans le milieu du snowboard, on a des gros vêtements, des machins, trucs comme ça. Alors que plutôt du côté de la grimpe, on se veut un peu esthète, un peu light et un peu être différent, pas être soumis au grand capital, etc., etc. Et puis il y a les randonneurs et les randonneuses. Les plans-plans, a priori. Sauf que tous ces gens-là, et c'est pas moi qui le dis, on fait beaucoup de randonnées. Tous ces gens-là, a priori, vus du monde extérieur, ils font partie de la même communauté. Et c'est déjà la première étape. À partir du moment où on peut... Et l'idée, elle n'est pas d'être communautaire dans le sens délétère du terme. On ne construit pas des murs autour de nous pour se dire on ne va pas interagir, mais plutôt trouvons le premier point commun qui fait de nous un groupe homogène face ou en interaction au reste du monde. Et nous, le groupe, le point commun qu'on a dans cette communauté en particulier, c'est qu'on fait plein de choses qui n'ont aucun sens. Descendre très très vite sur un vélo dans une montagne, ça n'a pas de sens. S'accrocher à des centaines de mètres dans une corde, des fois deux, et risquer sa vie simplement parce que c'est fun, ça n'a pas beaucoup de sens aux yeux du reste de la société. Faire des gaps énormes en snowboard, bon, la randonnée un petit peu plus. C'est pour ça que c'est notre porte ouverte au grand public aussi, la randonnée. Là, les contenus que je vous partage, et c'est pour ça que je mentionnais le fait que je ne touchais aucune finance publique, c'est que je vais pouvoir parler de choses politiques sans avoir peur de pouvoir le faire. C'est une campagne qu'on a menée dans le cadre des élections européennes. Vous le savez, on a vécu une magnifique année électorale en France. Je vous en reparlerai tout à l'heure dans les 15 minutes chrono autour des sujets des mobilités. Et il a fallu
encouragé, motivé. En tout cas, nous, on s'est donné la mission de dire qu'on ne pouvait pas ne pas participer à ces choses-là. Pourquoi? Encore une fois, on va revenir dans la communauté. Les dernières élections, avant celles qui ont eu lieu cette année, 2019, il y a 198 millions d'électeurs et d'électrices européennes qui ont pris part au scrutin. Il se trouve que l'industrie de l'outdoor a identifié que dans les confins de l'Union européenne, il y a 190 millions de personnes qui se sentent sensibles au sujet de l'outdoor et de ses pratiques. 198 millions d'électeurs et d'électrices d'un côté, 190 millions de personnes identifiées dans le secteur de l'outdoor. Pour nous, l'équation, elle était simple. Si on veut avoir un impact sur les élections européennes, on n'a même pas besoin d'aller convaincre les gens en dehors de notre giron à nous, on a juste à se tourner vers nous-mêmes et peut-être on peut influer. Sauf que les contenus qui marchent pour les VTTistes, c'est pas les contenus qui marchent pour les grimpeurs et les grimpeuses, c'est pas les contenus qui marchent pour les snowboarders et les snowboardeuses. Et ça, c'est une image simplement de pratiquants et pratiquantes qui arrivent avec leur petit bulletin de vote, qui le mettent dans la boîte, on vous shoot des images de vélo, de snowboard, de toutes ces choses-là, et à la fin on part, on fait coucou, etc. Et ces contenus-là ont beaucoup moins marché que les autres, mais ont marché plus profondément, comme Sébastien le mentionnait, parce que ça a été très core comme partage. Ça a été partagé par les VTT, ça a été partagé par les snowboarders, les snowboardeuses, mais pas l'intégralité de notre communauté. Et une part de ce qu'on peut apprendre et de ce qu'on peut rebondir sur ce que Sébastien vous a partagé, c'est que chaque post, quand on essaye de s'adresser à une communauté, va peut-être faire moins d'audience, mais vu que vous avez identifié plusieurs communautés, votre message, s'il est décliné, si le message est le même, si votre mission, la valeur que vous voulez partager, c'est la même, qu'elle soit partagée en 4 posts ou qu'elle soit partagée en 1, peut-être ça vous met un petit peu plus d'effort, et on reviendra sur ces questions-là, notamment budgétaires, mais en termes de profondeur, en termes d'affect et en termes d'appropriation, cette technique-là marche beaucoup mieux, en tout cas de notre expérience à nous. Et on peut se poser la question, peut-être que pour vous, les VTTistes, d'un côté, c'est tous les boulangers, les boulangères de votre territoire. Peut-être que c'est les guides sportifs, tout ça. Donc, vous pouvez envisager le fait que, bien sûr, vous avez un giron géographique dans le cadre de ces questions touristiques, mais au sein de ce giron géographique, vous pouvez trouver différentes communautés qui s'entremaillent comme il vous a été montré dans le schéma que tu partageais, qui faisait beaucoup penser à de l'intelligence collective. D'autant plus que vous remarquerez qu'on a essayé, bon, c'est 2 fois les mêmes modèles, c'était facile, mais on a essayé aussi de pouvoir dire, on a du contenu qui est représenté par des hommes, du contenu qui est représenté par les femmes, du contenu qui est représenté par les deux, parce qu'à l'heure actuelle, c'est important. On en a parlé ce matin en plénière. Ne serait-ce qu'une photo qui peut être mise en avant pour mettre le territoire de Cluny, être utilisée pour mettre en avant le territoire de Cluny, à partir du moment où on le balance à tout le monde, toutes les réactions peuvent venir. Là, nous, ici, ça nous permet aussi de cadrer la culture dans laquelle ça se passe. On sait à peu près ce qu'on va nous dire quand on s'adresse à des snowboarders, des snowboardeuses, on s'adresse à des VTTistes, etc., etc. On est bien au niveau du temps ? Ouais. Ok. Quelque chose qui est assez intéressant et qui va sur le fait de se poser la question de qui est votre communauté ou qui sont les groupes qui constituent votre communauté. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Et là, je parle pour l'instant de réseaux sociaux, mais je vais vous faire le pont avec un outil incroyable que sont WhatsApp, Discord ou ce genre de choses-là, le multi-channel. Vous pouvez parler à votre communauté ou vous pouvez mettre à disposition de votre communauté les moyens de s'exprimer. Et là, c'est intéressant aussi pour vous en termes de territoire. Vous pouvez les parler à votre communauté, ce que vous faites pour eux, et puis vous pouvez mettre à disposition des outils, des communications, des concepts que vous mettez à disposition de vos groupes de communauté qui vont transmettre derrière. La finalité, elle est la même. Le message est parti. Et dépendamment de qui porte le message, la cible, elle n'est pas la même chose. 2 exemples. Je vous ai dit, on a fait une année électorale incroyable. On ne s'est pas fait que des amis, mais on en a fait plein quand même. Et je reviendrai sur le fait de payer de l'argent à des sociétés qui ne payent pas de taxes en France. Ce qu'on se refuse à faire de notre côté. Alors on grandit tout doucement, on fait plus non plus le 4000, 6000, tous ces trucs là, c'est vrai qu'il y a bon. Et j'ai pensé au moment où tu as dit, tu te rappelles de ces compteurs physiques qu'il y avait dans certains bureaux qui étaient reliés au coup de Facebook, ils avaient ding ding ding, la chose la plus stressante au monde à mon avis. Donc dans cet exemple-ci, vous avez 2 communications qui ont le même visuel. A priori, quelque chose de très sobre, écrit en noir, avec une touche de couleur. Pourquoi ? Parce qu'on revient à ce que Sébastien vous a dit. Certains conseillers autour de nous nous ont dit que pour pouvoir avoir un impact dans le flux d'informations, soit on met une très belle photo avec pas de texte, soit on met un texte frappant, noir et blanc, avec un peu de couleur. Il s'avère que ça marche très bien. La première publication, donc à ma droite, à votre gauche, c'est une publication qui permet à la communauté de s'exprimer.
C'est toutes les personnes qui nous suivent, toutes les personnes qui adressent à nos valeurs, on leur a mis dans les mains un message qu'ils et elles pouvaient partager, sur lequel ils et elles pouvaient fonder leur discours pendant les élections. C'est-à-dire que protéger l'outdoor, nos pratiques, nos espaces de vie, et ne serait-ce que la société autour de nous, c'est un sujet éminemment politique. Je vous passe tout ce qu'il y avait derrière. Nous, on se dit qu'on est politique non partisan. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre en avant telle ou telle structure, on va plutôt rappeler le fait que la chose politique, elle adresse tous les sujets, dont la mobilité, dont je vous parlais tout à l'heure à 16h40. Cette communication-là, c'est la communication qui a le mieux marché de toute l'histoire de notre association en termes d'audience, en termes d'interaction. Mieux, un des partenaires qu'on a chez Protector Winter, c'est la marque Picture. Là, je vous la mentionne, non pas que vous ayez acheté vos vêtements, mais pour avoir une information importante. Ils ont vu cette publication-là, ils l'ont trouvée vachement bien, ils ont voulu la faire, ils n'y sont pas arrivés. On a négocié en disant « Ok, qu'est-ce qu'on pouvait dire, etc. etc. » Il y a 2 semaines, ils sont revenus vers moi en me disant « Antoine, tu as eu raison de pousser. Depuis les 3 dernières années, la communication qu'on a fait sur les élections législatives, c'est elle qui a créé le plus de trafic, de contenu, de retours, de commentaires sur nos réseaux. Une marque qui a des budgets en dizaines de milliers d'euros sur des questions de promotion de produits et de toutes ces choses-là, a fait des meilleurs scores quand elle a permis à sa communauté d'entendre sa voix, peut-être de la partager, voire de la contester. Donc on a un message qui s'adresse à notre communauté pour qu'elle-même puisse exprimer quelque chose. De l'autre côté, donc à votre droite et à ma gauche, bon, c'est marqué, hein, qui faut-il convaincre, petit exercice d'introspection. Ce qu'on est allé faire, c'est qu'on est allé chercher en fait les chiffres de l'abstention dans le cadre des précédentes élections législatives et on les a mis en lien avec la démographie de notre communauté. C'est ce que vous voyez ici. Donc chez les 18-24 ans, il y avait un taux d'abstention de 60% aux élections européennes. La communauté, chez nous, chez Protector Winter, c'est 15,8% des gens qui nous suivent sont dans cette tranche d'âge-là. 25-34, c'était 65% d'abstention, et c'était c'est presque 50% de notre audience. Celle-là, elle a beaucoup moins marché en termes d'audience, mais elle a marché en termes de profondeur. Elle a marché en termes de réflexion communautaire parce qu'elle était directement adressée aux gens qui nous suivent en disant « Ce message-là, il est pour personne d'autre que pour vous, pour qu'on puisse se comprendre nous-mêmes. » Et nous, ça marche, encore une fois, je vous dis, on est une association qui veut avoir un message politique non partisan, qui veut impacter sur ces questions-là. Donc on peut se permettre d'avoir ces questions-là, ces réflexions-là. Mais ça peut être aussi intéressant chez vous. Est-ce que votre canal de diffusion ou vos canaux de diffusion, ils s'adressent qu'aux gens externes ou est-ce qu'ils s'adressent aussi à votre communauté? Est-ce que des fois, vous pouvez initier une conversation qui ne concerne qu'un cercle? C'est pas grave. Combien vous en faites des publications chaque année? Si on a une qui touche qu'un petit bout de votre communauté, à partir du moment où elle crée de la profondeur, de l'acquisition, ce genre de choses-là, ça peut être intéressant à considérer. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire au fur et à mesure. On est bon en termes de temps aussi? Ok. Et là, on arrive au moment où je suis un peu arrogant sur le travail que fait mon équipe. Même au sein du milieu associatif, on est un peu considéré comme des ovnis. Notamment parce qu'on a une identité nord-américaine très forte et qu'on dit « Ah, les Américains, voilà, toutes ces choses-là ». Ce qui est une force incroyable. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas obligé de se plier au carcan associatif français. Si nous, on veut parler de quelque chose de la façon dont on a envie de le parler, on le fera. Et la façon dont on a envie de le parler, c'est pour toucher notre communauté à nous. Ma grande communauté, encore une fois, pas les petits segments dont je vous ai parlé, ma grande communauté, c'est les gens qui se sentent sensibles à la pratique du sport de pleine nature, peu importe les environnements. On s'appelle Protector Winters parce qu'on aime bien l'idée qu'il y ait des montagnes enneigées, mais c'est pas parce qu'on veut protéger la neige. Simplement, c'est un beau symbole vers lequel faire tendre notre société. Donc, notre identité, notre culture, on ne peut pas la changer. On est des riders, des rideuses, des snowboardeuses, etc., etc. Par contre, le message qu'on met dedans, lui, on en fait ce qu'on veut. Et je peux utiliser tous les codes d'une industrie vibrante qui met beaucoup d'argent dans des cabinets conseils pour pouvoir faire de la communication au service de ce que moi je veux. Mais je peux aussi détourner d'autres choses. À votre gauche, Alain Chabat. Qu'est-ce qu'il fait dans des communications, dans l'outdoor, ces choses-là, Alain Chabat? Rappelez-vous, fin 2022, il y a le premier tome du 6e rapport du GIEC qui était sorti. L'intégralité des médias pendant 2 jours, parce que Messi faisait un transfert au PSG, après c'était fini, mais l'intégralité des médias pendant 2 jours a mentionné le fait comme quoi nous allons tous mourir. C'est vrai, peu importe qu'il y ait du réchauffement climatique, on se rappelle que voilà, nous avons une date de péremption en tant qu'individu quoi qu'il arrive, mais surtout qu'on allait tous brûler dans des images apocalyptiques, etc., etc. A priori, c'est ce vers quoi on tend, mais on pourra en reparler. Nous, on est arrivé le lundi matin avec mon équipe, flemme immense. Mais très clairement, porté par le directeur en plus. Imaginez la joie de mon équipe. On
on parle toute l'année de réchauffement climatique, de ces impacts-là. On sait qu'il y a une force, une valeur à aller chercher dans les émotions, dans la peur, et une peur légitime pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, etc., etc. Mais flemme immense. Qu'est-ce qu'on a, nous, à proposer de différent? Comment est-ce qu'on peut intéresser les gens si les internets au complet partagent des forêts qui brûlent? Et il y a un jeu de mots claqué qui est arrivé, qui est de dire, bah, nous, en tant qu'individus, en tant que citoyens, citoyennes, on a entendu, on a vu le rapport. Est-ce que les décideurs l'ont vu? Et donc cette phrase-là, dont je prends la primauté, ils disent qu'ils ne voient pas le rapport. Si vous n'avez pas vu La Cité de la Peur, vous ne comprendrez rien à ce qui se passe derrière. Mais c'est une phrase culte, voilà, dans le film, qui dit, ils disent qu'ils ne voient pas le rapport. Et en fait, ça a été tellement limpide pour nous de dire que, mais en fait, tout le monde est au courant que ça brûle, ou presque. Tout le monde est au courant qu'on est pris en tant que citoyen à la gorge avec les choix qu'on doit faire et qu'on n'a pas d'acte systémique. Et si nous, notre action, c'était pas de dire, vous allez tous crever, mais plutôt, est-ce qu'on est sûr que les gens qui sont au pouvoir ont entendu les conclusions de ce rapport-là? Et on a mis à disposition, à travers ce visuel et cette campagne-là, un outil qui permettait en un clic d'envoyer un extrait du rapport aux décideurs, à tous les parlementaires, sénateurs, sénatrices, députés françaises. 15 000 mails sont partis. Ils nous ont pas tous beaucoup aimés. Mais surtout, ils sont partis de vos adresses à vous, en tout cas des adresses des gens qui ont participé, pas de notre adresse à nous. Notre communauté a fait entendre sa voix. Notre communauté n'a pas fait entendre notre voix, notre communauté a fait entendre sa voix. Et donc, c'est un outil qui permettait de sélectionner de manière aléatoire parmi les 900 députés, parlementaires, etc., 30 qui recevaient le message. Et c'était un sentiment incroyable pour la communauté, puis pour nous, d'avoir des impressions écran, des messages retour, parce que les députés ont répondu. Alors, on a eu du rien à faire », à oui, on essaye », à merci, parce qu'on a l'impression d'être tout seul. Et un retour incroyable en termes d'expérience de la communauté. Au milieu, un détournement de quelque chose que vous connaissez. L'oncle Sam, ça vous parle? Bah, j'espère pas trop non plus, parce que bon, c'est pas forcément une figure incroyable, mais il y a cette image assez forte, le « we need you » pour aller à la guerre, « we need you », tous ces trucs-là. Bah, là, j'ai pas besoin, on n'a pas forcément de s'étendre bien plus. On est dans les codes de l'outdoor sur une référence culturelle majeure qu'on peut nous utiliser pour pouvoir non pas aller encourager les gens à aller se faire tuer sous les balles, mais plutôt à contribuer à l'association, parce qu'encore une fois, on n'est pas financé par du public. Et la dernière, c'est là où on arrive dans le conflictuel. Il ne faut pas se moquer de nous. Un, parce qu'on se vexe facilement. Et deux, parce qu'on a des bonnes idées de communication. Et là, encore une fois, je suis très arrogant. Vous avez peut-être entendu parler de cette course, cette petite course de quartier, comment elle s'appelle, qui, l'année dernière, avait eu la bonne idée de changer de partenaire titre pour une marque automobile. Voilà, très bonne question. Je vais vous la faire courte et je vous inviterai à aller sur nos réseaux sociaux pour pouvoir lire toutes ces choses-là. Mais l'idée, c'était qu'on avait porté, en fait, nous, on travaillait avec eux. En fait, ils nous avaient engagés pour pouvoir faire des communications sur l'aspect transport des choses-là, communications qu'ils ont censurées parce que ça leur allait pas. Et après, ils sont venus dire dans des présentations qu'ils étaient partenaires de l'association. Ça nous a pas trop plu. Mais surtout, malins que nous sommes, voire opportunistes, certains diraient charognards, est-ce que c'est pas un moyen d'engagement de la communauté incroyable? Est-ce que c'est pas un retour très fort à faire à la communauté de « on se moque pas de nous ». On est authentique et on va vous le prouver. Et même quand il y a des gros mastodontes qui viennent essayer de s'approprier ce qu'on fait, on ne va pas le laisser faire, on va même vous partager. Et donc, l'année suivante, il y a eu une annonce de changement de partenaire titre. C'est passé pour une marque de chaussures, toujours autant consumériste, mais plus en lien avec l'outdoor. Donc, ça passe un petit peu mieux. Et tout le monde avait oublié Dacia, voire la plupart des gens qui commentaient sous les publications en disant « Ah bah trop bien, vous avez lâché Dacia ». Non, 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 Dacia était encore partenaire premium. Donc nous, on a lancé cette publication en disant UTMB change de partenaire titre, et vous voyez, machin, lâche Dacia et officialise son partenariat avec Protector Winters. Et en fait, on a tout déconstruit derrière en disant non, non, ça c'est dans un monde alternatif où la course a ses ambitions climatiques le plus haut dans son agenda, etc. etc. C'est pas la publication qui a fait le plus d'audience, c'est la publication qui a fait le plus de likes. Et là, on revient à ce que tu nous disais tout à l'heure. C'était pas une publication qui était faite pour faire de l'audience, c'était une publication qui était faite pour renforcer les convictions de notre communauté. C'est de dire qu'on ne laisse pas passer ces choses-là. Alors, quel parallèle vous pouvez faire? J'en sais rien. Vous pouvez essayer cela, mais c'est plutôt l'idée qu'on a quand même la capacité de créer différents types de communication en s'adressant à différentes personnes dans nos communautés. Et normalement, on arrive à la question. Avant, j'ai une question pour toi. Je voulais que tu nous dises deux mots sur votre organisation, parce que beaucoup de temps, beaucoup d'aspects créatifs, beaucoup de temps effectivement à partager avec ces communautés. Vous êtes au moins une vingtaine de personnes, j'imagine, dans l'association. On est 4. Voilà.
beaucoup d'huile de coude, beaucoup de passion, très peu de sommeil, des salaires mirobolants, vous imaginez bien. On a choisi une organisation un petit peu spéciale qui me vient tout droit d'une vie passée au Québec, encore une fois à mes amis ici de la belle province. Pourquoi est-ce qu'on réfléchirait en termes de responsabilité et pas en termes de compétences dans la façon dont on découpe nos emplois? Nous, chez Protector Hunters, on est 4. On peut essayer plein de choses. Moi, je suis directeur, donc disons que je ramasse derrière. Voilà, c'est mon sujet. Je suis le ramasseur. Je vais chercher de l'argent, je fais ces choses-là. Mais j'ai 3 volets dans le travail que je dois faire. Il faut que visuellement, ça soit impactant plus que n'importe qui d'autre. Eh ben, allons chercher quelqu'un qui est une créative, en l'occurrence Louisa, qui sera responsable image et communication visuelle. J'ai besoin que tout ce que je dis soit sourcé, ancré et impactant. Eh ben, allons chercher un journaliste qui sera responsable éditorial. Et j'ai besoin que tous les cercles de ma communauté, parce que je ne vous ai pas fait tous les cercles de notre communauté, on parle d'entreprise, on parle de territoire, on parle de politique, etc., se sentent engagés. Même mon conseil d'administration, il ne faut pas leur dire, mais on le considère comme une communauté qu'il faut qu'on engage un petit peu plus. Ils sont un peu au courant, mais bon, voilà. Donc, j'ai une responsable de l'engagement. Et ça peut paraître très peu cohérent, mais en fait, toutes ces personnes-là travaillent sur tous les projets à des degrés différents. Peut-être que Loubna, qui est responsable de l'engagement, elle va passer que 5% sur un projet, mais elle s'assure que sa capacité, sa compétence et son standard d'engagement sera respecté par ses collègues. Peut-être que Trévis va passer 5% sur un projet qui traite à l'engagement justement de nos responsables locaux, parce que ça, c'est l'idée, on n'est que 4, mais en fait, on est bien plus, parce qu'on a la possibilité d'avoir des bénévoles, et forcément, le travail bénévole pour une association, ça pose beaucoup moins de problèmes que pour des entités comme les vôtres peut-être, et on pourra en reparler juste après. Mais on a fait ces compétences-là. Alors, on fait pas mal de réunions, certes, mais une fois qu'on sort de réunion, tout ce qui sort derrière, c'est validé par tout le monde, ça a été au service des compétences de tout le monde, et ça donne le genre de choses que je vous ai partagées ici. Hyper intéressant de voir effectivement comment ce sujet des communautés, il doit dépasser la question du digital, dépasser la question du community management. Si on veut vraiment aller au bout des choses, comme on le voit là, il y a vraiment besoin de transversalité dans les structures de prise en compte de ces sujets. Et c'est en ça que je trouve effectivement que cette approche-là est hyper inspirante. Je vais être très rapide de façon à ce qu'on puisse garder le temps suffisant pour avoir des échanges ensemble. Qu'est-ce qu'on peut attendre de sa communauté? L'exemple que tu as donné, tout l'exemple de Protector Hunters est hyper intéressant. C'est il y a un moment, quand on veut partir sur les questions effectivement d'engagement, de sensibilisation auprès de nos clientèles, parfois on craint d'être dans une posture de donneur de leçons. De venir effectivement un petit peu apprendre aux gens, dicter aux gens les comportements qui sont positifs et ceux qui sont négatifs. C'est un petit peu le risque. Eh bien, effectivement, l'approche que vous avez, elle est aussi hyper bonne. C'est les outiller, les informer, et c'est aussi les questionner, leur demander effectivement comment est-ce que eux ils voient les choses, ce que ça signifie pour eux l'engagement sur tel et tel sujet. Politique, dans votre cas, vous aurez peut-être un peu plus de mal, on aura un peu plus de mal à aller sur la question du politique ensemble, c'est pas tant le sujet, mais en tout cas, allez effectivement chercher, questionner les retours des communautés sur ces sujets des engagements. La contribution aussi à ces fameux nouveaux récits, les récits de territoire, hein, c'est un grand sujet du moment, et je vous invite d'ailleurs il y aura un atelier dédié demain après-midi là-dessus. Les nouveaux récits, donc on fait énormément de travail là-dessus, hein, les structures sont en train d'énormément travailler là-dessus. Si on est dans une approche effectivement top-down, où en gros on a construit ce nouveau récit et globalement on va venir l'imposer un petit peu à tout le monde, il y a zéro chance pour que le truc y prenne, c'est certain. Donc il y a un moment, comment est-ce qu'on réussit à le co-construire, à avoir de la contribution qui vient effectivement de nos communautés, de nos cœurs de communauté qui vont venir nourrir tout ça, être de véritables contributeurs, et ensuite aussi des ambassadeurs, des relais. En lien direct, on va dire que c'est l'étape suivante, c'est aussi la question des contenus, elle est centrale. Alors ça, effectivement, dans un quotidien de community manager, la question des UGC, on la connaît bien, hein, User Generated Content, on les utilise énormément, etc. Mais aujourd'hui, on a dépassé ce cadre-là. En gros, j'ai vu une belle photo, je la reposte sur mon Insta. C'est plus ça le sujet. Le sujet, c'est comment est-ce qu'effectivement, et on a des options techniques qui nous le permettent, je crée des publications en collaboration avec mes communautés directement. Comment est-ce qu'on réussit à trouver la bonne raison de le faire? Comment est-ce qu'on peut rentrer effectivement dans une dynamique plutôt gagnant-gagnant sur ce sujet-là? Et le sujet des contenus, quand on sait le coût de la production de contenu, et vous l'avez bien tous en tête, on se rend compte effectivement qu'on a d'autant plus intérêt de s'appuyer sur les communautés.
Bon, la question relation visiteur-visité, hein, moi je ne l'ai pas dit en introduction, mais effectivement le risque de vouloir effectivement faire de la conquête, d'aller chercher de l'audience, c'est qu'on perd effectivement ce cœur de communauté. On ne parle plus aux habitants, on parle qu'à des touristes. Hein, et à partir de ce moment-là, on a dissocié les deux, et du coup ils ne sont pas regroupés dans un même espace. Et l'idée, c'est peut-être de réussir à rétablir du lien aussi d'un point de vue virtuel via nos communautés, pourquoi pas sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas la question de consommer l'offre du territoire. Effectivement, quand on a une communauté très engagée, c'est aussi une communauté qui sera consommatrice de ce qu'on peut lui proposer, de l'offre qu'on peut lui proposer, si tant est qu'elle réponde effectivement à ses aspérités, ses attentes et ses valeurs. Voilà ce qu'on voulait un petit peu vous raconter. J'ai envie de vous dire, maintenant c'est à vous. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous souhaitez nous partager votre approche sur le sujet? Allez, le plus dur, c'est toujours le premier. Super. Alors, vous m'entendez du coup? Oui. Bah, juste déjà pour rebondir, parce que je suis la seule à avoir levé le doigt, donc je dois besoin de me justifier. Moi, je me suis complètement reconnue dans ce que vous avez dit sur la première partie. Donc Alice qui est avec moi, elle est community manager, elle travaille donc déjà je vais peut-être me présenter, je représente l'office du tourisme de Lucin-Sauveur qui est un tout petit office communal dans les Pyrénées. Et donc on a une volonté depuis des années justement de retravailler un petit peu ces communautés, en tout cas de revenir à l'essence même, enfin, de ce qu'on pense des réseaux sociaux, et c'est vrai que pour tous les freins évoqués, on a du mal à le faire concrètement. Et on a aussi, donc au-delà de ça et de ce qu'on doit mettre en place, des interrogations qui découlent un petit peu de la dernière partie de ce que vous avez donné à voir, c'est-à-dire quand on rentre dans des messages un petit peu plus percutants, je dirais, comment on gère derrière la répercussion qui peut être négative. Alors je prends un exemple concret, c'est-à-dire que nous on est un établissement qui est plutôt local, on est proche, on va dire, de la population, et donc qui dit proche dit qu'on a forcément des réactions qui peuvent être vives parfois, et jusqu'où on peut aller et comment on gère ce genre de choses, même si ça peut faire l'objet de notre atelier, je suppose, mais voilà, jusqu'où on va, est-ce qu'on prend pas trop de risques à le faire, parce que parfois nous on est frileux justement d'aller sur ce terrain-là, alors qu'on aurait envie, on a des choses à dire, sans rentrer justement dans le côté oui, alors donneur de leçons, ou en tout cas comment dirais-je, orientation finalement que les administrés doivent suivre et être dans ce schéma-là. Mais voilà, comment on peut arriver à être dans le bon juste milieu? Je peux me permettre de commencer. Alors, ça touche un point auquel que j'ai pas eu le temps d'aborder, c'est les différents cercles de la communauté. Et nous, on a ce qu'on appelle les respos, en fait, qui sont des responsables locaux. Pareil, ça peut être applicable, responsable en fonction de vos différentes communautés, qui sont des gens qu'on a fait monter en compétences pour qu'ensuite ils fassent monter des gens en compétences, qui font ensuite monter des gens en compétences. Ce qui veut dire que la majeure partie du trafic qu'on a dans nos commentaires, c'est pas nous qui postons, c'est les gens qui viennent répondre pour nous. Et ça, c'est une chose qui est assez intéressante, c'est parce que ça peut être gratifiant, notamment de se sentir investi, de pouvoir défendre un territoire, en l'occurrence une entité qui nous tient à cœur. Ça met d'égal à égal. C'est un individu face à un individu et pas un individu face à une entité. Ça vous protège, vous, aussi d'un côté. Ça demande par contre d'avoir une charte éditoriale claire, partagée et accessible. Et qui est quelque chose qui est assez faisable. On le voit sur certaines entités, par exemple Feu Savoie-Mont-Blanc, pour celles et ceux qui connaissent, avait un réseau d'ambassadeurs, de plus de 1000 ambassadeurs qui avaient quand même cette capacité-là à venir un peu défendre les uns les autres. Nous, on le voit aussi, notamment dans le cadre, parce qu'on travaille beaucoup avec des sportifs professionnels qui commencent à prendre la parole, sportifs et sportifs professionnels, qui commencent à prendre la parole sur les sujets environnementaux, qui se font ramasser total sur les réseaux sociaux. Parce qu'apparemment, ils ne sont bons qu'à gagner des médailles, ils ne devraient pas être des citoyens avertis, éclairés ou avoir des questions. Et en fait, on est en train de se rendre compte que, c'est peut-être dans un autre sujet, mais les commentateurs et commentatrices délétères sont organisés. Et il faut s'organiser de la même façon. Et nous, pour le coup, là, moi, je vous ai parlé notamment beaucoup de choses qui se passent sur Instagram, mais on a des WhatsApp, on a des réunions en vidéoconférence tous les mois, pour les différents cercles, pour les différentes possibilités, dans lesquelles on va pouvoir transmettre les informations. Nous allons commencer communiquer sur tel sujet au fur et à mesure. Et de la manière la plus objective et désincarnée possible, chaque commentaire sous votre publication, c'est un boost dans l'algorithme.
Voilà. Donc, si vous, a priori, les gens, faisons aussi confiance à l'intelligence des personnes qui voient vos contenus. La plupart du temps, les réponses haineuses, non sourcées et toutes ces choses-là, elles méritent même pas de retour. Il y a un concept, et je finirai là-dessus avant de te laisser la parole, qui s'appelle la loi de Brandolini, qui vous invite à vous poser la question de l'effort qui a été mis par la personne qui vous fait un commentaire négatif versus l'effort qui va vous être demandé à vous pour pouvoir contrecarrer le discours de cette personne-là. Si vous avez un discours construit en face de vous, ça peut valoir le coup de mettre cet effort-là, parce que vous savez que vous pouvez répondre point par point, argument par argument, et les décisions que vous prenez, ce que vous publiez, a priori, c'est pas apparu d'un coup comme ça, il y a un schéma de justification qui fait que ces choses-là. Pour tous les trucs qui tiennent en une phrase ou deux, où il y a 25 000 fautes d'orthographe au milieu, toutes ces choses-là, la loi de Brandolini, elle dit allez faire autre chose, prenez un café. Il n'y a pas de souci. Par contre, se pose la question, et là, moi, j'aurais pas la réponse pour vos OGD à vous, le concept de supprimer des commentaires. Nous, on se bat absolument contre, parce qu'à partir du moment où vous supprimez la parole de quelqu'un, c'est que vous lui donnez une valeur assez forte pour pouvoir en fait alimenter le fait que ce qu'il a dit c'était juste. Et se pose la question. Et certaines personnes très motivées vont faire le jeu de savoir combien de personnes vous avez vous dans vos équipes pour supprimer tous les commentaires qu'ils vont mettre derrière. Donc vous pouvez aller voir ce concept-là, on l'utilise beaucoup dans le milieu associatif environnemental, la loi de Brandolini. C'est ok, quel effort a été mis dans la réponse? Si c'est un effort conséquent, construit, on peut répondre ça comme ça en miroir. Pour tout le reste, ça vaut pas forcément le coup. Merci. Est-ce qu'il y a un autre témoignage? Une autre question? Il est temps. On va devoir boucler sinon. Une question, un témoignage, allez-y. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui hésite là. Oui, non, sûr? Vous n'avez pas de questions, rien? C'est vrai, on arrive au bout du truc? Bah merci en tout cas, merci à tout le monde. Merci à vous.